Chapitre 14. Nouvelle d'Albâtre. Aélénor s'éveilla en sursaut dans le lit de la cabine étroite qu'elle partageait avec Keller. Depuis qu'ils étaient partis de la cité monastère, c'est-à-dire depuis environ 3 ans, ils n'avaient jamais vraiment coupé le lien avec Albâtre. Elle, surtout, qui avait toujours entretenu avec Artus, leur fils, un lien télépathique. Bien sûr, la distance ne leur permettait pas, comme lorsqu'ils étaient à côté l'un de l'autre, de tenir une conversation entière dans le secret de leur esprit. Elle se souvenait de la première fois qu'elle avait quitté la haute ville, bien des années auparavant, et des efforts qu'elle devait alors fournir pour communiquer avec son amie Stell à travers un anneau de lien. Avec Artus, aucun objet n'avait jamais été nécessaire. Elle sentait, par-delà la distance, son esprit effleurer le sien et lui communiquer des mots, des images, des sensations. Les décoder lui était aussi naturel que de savoir s'il était maussade ou chagrin à la seule vue de son visage ou de son maintien. Parfois, Keller la taquinait en lui disant qu'elle devenait folle et surinterprétait des rêves vagues, mais au fond elle savait qu'il lui faisait confiance. Ils avaient reçu aussi des lettres lorsqu'ils avaient été hébergés par leurs amis Alphen et Jos à Porcaris. Artus envoyait toujours de bonnes nouvelles de lui-même. Son amour pour Gretel paraissait le combler. Il avait développé ses pouvoirs spirituels au-delà de toute espérance et continuait à cultiver des relations serrées avec tous les anciens partisans d'Aélénor, au premier rang desquels se trouvait Aumont, l'érudit qui avait été le complice et l'ami de la première heure. Les nouvelles de la cité, en revanche, étaient très mitigées et inquiétaient profondément Aélénor. Albâtre, sous la férule de Daphnaé, était retombé dans la ségrégation. Les réfugiés qui avaient afflué lors de la fièvre rouge constituaient une nouvelle main-d'œuvre captive. Les inégalités, les vols, la prostitution, l'exploitation humaine étaient revenus dans la cité comme autant de bêtes sauvages qu'un feu clair avait tenues momentanément à distance. Les transformations n'avaient évidemment pas affecté uniquement l'ancienne ville basse. Les citoyens d'Albâtre, dans le centre, s'étaient aussi peu à peu transformés. Certains prétendaient faire leur part de travail collectif par des réfugiés, et l'on avait accepté de plus en plus de dérogations pour les gens de pouvoir et les célébrités. L'argent, qui avait été si difficilement banni, coulait à nouveau outre-mur. Dans le cœur de la cité, beaucoup prônaient la privatisation des bâtiments et leur transmission par héritage, un esprit de jouissance, un sentiment de caste, une xénophobie était en train de repousser dans l'ancienne haute ville comme les têtes d'une hydre. Ces transformations, sans doute inéluctables, minaient Aélénor, qui éprouvait un désir grandissant de se jeter à nouveau dans la mêlée, de retourner à Albâtre et de reprendre le rôle qu'elle avait toujours voulu tenir. Elle se souvenait encore des paroles exaltées qu'elle avait adressées, avec sa voix de verbe, à Ruben, chancelier de la haute école, alors qu'elle avait à peine 20 ans. « Je serai la fenêtre qui leur montrera l'azur, je serai l'étincelle qui allumera le brasier de leur imagination. J'œuvrerai pour la cité et non pour quelqu'une de ses parties aveugles. Je serai l'apatride, je serai la voyageuse, qui apportera à la cité le souffle de pureté dont ses poumons se languissent. Je serai la pensée libre et le regard extérieur, je serai le conseil le plus sage qui sauvera le monde de la ruine de l'âme. » Elle se sentait fidèle à sa vocation première et avait toujours su que son exil aurait une fin. Keller et elle en parlaient souvent. Elle savait qu'il avait hâte de retrouver Daïla, sa fille d'un autre lit, ainsi que leur fils Artus. Le voyage qu'ils avaient prolongé jusqu'à Marsilia devait être le dernier avant leur retour. Le mouvement brusque d'Aélénor éveilla aussi Keller. « Que t'arrive-t-il »« Artus, dit-elle, il m'a envoyé comme un appel au secours. » Le sang de Keller se figea. « Il est en danger ?»« Pas en danger immédiat, du moins.
J'ai plutôt la sensation qu'il s'est passé quelque chose dans la cité. Nox ? Aélénore réfléchit. Peut-être. Artus ne parlait jamais de Nox dans ses lettres, mais Keller, lui, y pensait sans cesse. Cet esprit libre, lâché dans la cité, et que seul Artus pouvait percevoir et contrôler, lui faisait peur. Il n'osait formuler tout haut ce qu'il pensait en son fort intérieur, car cela lui fait passer pour un père dénaturé. Mais l'esprit de Nox, privé de corps, était une aberration et une malédiction. L'esprit de ce fils perdu, volé par le maître de la guilde de l'ombre, n'avait jamais pu s'épanouir normalement dans un corps. Il n'avait connu ni la douceur des caresses maternelles, ni les tendres accents de la voix de son père. Il n'avait pas éprouvé sa force auprès de son frère, il n'avait fait que survivre dans le noir et dans la solitude, avant d'être lâché dans l'espace, où il avait nécessairement achevé sa déshumanisation. Cette idée lui faisait horreur. Aélénore fuyait Albâtre pour des raisons essentiellement politiques, et même s'il n'avait eu ses propres raisons pour fuir, il l'eût certainement accompagné. Mais le fait que les restes mutilés, atrophiés, animés de cette horrible vie non organique, hantent l'atmosphère d'Albâtre, était sa raison à lui pour demeurer loin de sa chère cité. « Tu n'as perçu aucun autre élément ?»« Non. Albâtre, l'urgence, la nécessité du retour, l'appel à l'aide. » Keller soupira. « C'est amplement suffisant, dit-il. »« Artus est très puissant, dit-elle. Je ne pense pas qu'il puisse lui arriver quelque chose. » »« Puisses-tu avoir raison. » Keller est une bouffée d'angoisse, remontée du passé. Protéger secrètement Artus avait été sa vie et son calvaire pendant 15 ans. Il n'arrivait pas à le voir autrement que comme un enfant fragile, même s'il savait pertinemment que son fils avait atteint un niveau de maîtrise de l'esprit probablement inégalé en Albâtre. « Nous arriverons bientôt à Porcaris, dit Aélénore. Je crois que je parlerai ce matin à Lorenza. »« Es-tu sûr ? Le capitaine nous a demandé de ne pas le faire. »« Guaspare veut protéger sa mère, mais sa mère préférerait peut-être protéger sa cité. Il n'appartient pas à son fils de décider pour elle. » Keller n'insista pas. Aélénore était la femme la plus entêtée qu'il connaissait, et plus elle avait réfléchi à un problème, plus sa décision finale était arrêtée. Il la contempla longuement, dans le désordre charmant de ses cheveux, avant de la prendre dans ses bras. Il utilisa l'esprit sans y penser, pour transmettre par son étreinte tout ce qu'il ressentait pour elle, et la lumière blanche de sa pierre frontale, comme un clair de lune, illumina cet instant suspendu, où ils s'unirent par la chair et par l'esprit, dans ce navire mouvant sur les mers immobiles. Lorenza avait changé depuis le début du voyage, comme si un autre déplacement, indépendant de celui de son corps, l'emmenait en un lieu lointain et inaccessible, au-delà d'elle-même. Elle dut faire un effort considérable pour digérer la nouvelle que venait de lui apporter son amie Aélénore, un effort considérable pour revenir sur ses pas, pour retourner dans le lieu où des gens l'attendaient, lui en voulaient, comptaient sur elle et l'aimaient. « Je ne comprends pas, dit-elle. Comment avez-vous appris cela ?» Elle avait fort bien compris en vérité, mais elle avait besoin de plus de temps pour effectuer ce demi-tour éreintant. Ce sont les savants étrangers qui sont arrivés avec leur machine sur la Liberta et qui sont repartis, d'après ce que j'ai compris, le lendemain des funérailles de votre époux. Ils ont rencontré Guaspare à Elzambris et lui ont tout expliqué grâce à une traductrice. Guaspare ne désirait pas que l'on vous en parle. Mais vous ne l'avez pas écouté. Non, en effet. J'ai eu la charge, comme vous, d'une cité, et je suis mère. À votre place, je n'aurais pas aimé qu'on me cachât la vérité. Qu'auriez-vous fait, à ma place ? C'est difficile à dire. Votre cité court un immense danger, avec ou sans vous, mais un gouvernement sage pourrait peut-être atténuer les conséquences de la catastrophe. Lorenza s'agitait sur sa couche, qui lui semblait tout à coup insupportablement humide, froissée et malodorante. Sa maladie, son incapacité même, dans lesquelles elle se vautrait complaisamment un quart d'heure auparavant, lui faisaient à présent horreur. « Le consigliere, Lazzaro Calbi, a-t-il été prévenu »
Oui, je le crois. Mais l'écoutera-t-on à Marsilia? Lorenza voulut se redresser, mais le mouvement lui arracha une grimace de douleur, et elle y renonça. Agnese! La jeune fille ne restait pas dans sa minuscule cabine, et arpentait en général le pont, mais une affinité mystérieuse la prévenait toujours des besoins de la reine, et elle accourait aussi vite que si elle se fût trouvée à portée de voix. « Prépare-moi une tisane pour calmer ma douleur, veux-tu » lui demanda la reine. Aélénor et la jeune fille se fixèrent, un peu plus longtemps que nécessaire. Tandis que la petite main s'exécutait, Aélénor lui demanda abruptement. « Et vous, qu'en pensez-vous? La reine devrait-elle retourner à Marsilia ?» Agnese rougit, puis se ressaisit. « De quoi parlez-vous, madame ?» « Agnese, dit Lorenza, il semble peu probable que Guaspare ne t'ait pas mise dans la confidence. Aélénor m'a révélé les sombres nouvelles de Marsilia. » Agnese exprima une émotion vive, qui altéra un instant la couleur de ses yeux. « Je suis si heureuse que vous soyez au courant, dit-elle précipitamment. J'ai si peur. J'ai pensé tout d'abord que nous devions tous retourner à Marsilia et sauver tous ceux que nous pourrons sauver. »« Que crois-tu que je puisse faire ?» demanda Lorenza. « Le peuple vous écoute, ainsi que les aristocrates. Vous seul avez la légitimité pour décréter un état d'urgence et prendre les mesures courageuses qui s'imposent. »« À quelles mesures penses-tu » demanda Lorenza. « Il faut évacuer Marsilia, si nous ne pouvons pas contenir le volcan. » Aélénor, surprise par la véhémence de la jeune fille, ne put s'empêcher de la sonder légèrement par l'esprit. Agnese le perçut tout de suite et s'ouvrit toute grande à son investigation, comme si elle avait attendu depuis longtemps de s'en remettre à elle. La pierre frontale de l'étrangère s'alluma, et une lumière bleue semblable à un rayon traversant un vitrail éclaira le visage tourmenté de la jeune fille. Aélénor perçut, en une seule prise, les principaux mouvements dans l'âme qui lui était offerte. Une grande frayeur, un immense pouvoir encore mal maîtrisé, une soif de perfection et un amour déçu. « Suis-je assez puissante, madame, pour contenir le volcan ?» Aélénor resta un moment interdite. « Non, Agnese, vous n'êtes pas assez puissante pour contenir un volcan, personne ne l'est, même avec des pouvoirs parfaitement maîtrisés. La prêtresse de la mer m'a dit que la déesse en serait capable, qu'il serait possible de l'invoquer. Je ne suis pas familière des pouvoirs déployés par l'église de la mer, mais je crois qu'ils ne diffèrent pas fondamentalement des miens. Je vous ai vue, madame, lorsque vous nous avez sauvés. Vous avez commandé la foudre. Non, Agnese, je n'ai fait qu'user de ma voix et répandre une vive lumière. J'ai joué de la superstition de ce peuple fruste. La foudre était un coup de chance. Me permettez-vous de vous toucher, madame, avec mes mains, comme vous m'avez touché par l'esprit ?» Aélénor était de plus en plus surprise. Elle avait bien perçu auparavant une aura particulière autour de la jeune fille, mais elle était loin de se douter qu'elle eût des pouvoirs avérés. Ce pouvoir ne ressemblait pas à l'esprit et la mettait mal à l'aise, mais elle ne percevait aucune malveillance dans la jeune fille et lui tendit la main. Elle vit Agnese se piquer avec un poinçon dissimulé dans sa bague et approcher lentement ses doigts gracieux. Lorsqu'ils saisirent son poignet, comme pour tâter son pouls, et s'imprimèrent en elle avec une force inattendue, elle tendit son esprit, mais en vain. Les informations s'écoulaient d'elle par ce contact, sans qu'elle en éprouvât la moindre sensation, comme si sa peau eût été infirme, insensible, anesthésiée. Agnese, cependant, avait une activité psychique intense, qu'Aélénor pouvait percevoir par l'esprit. Elle ne sut jamais exactement ce que la jeune fille avait découvert, mais à un moment donné le malaise atteignit un paroxysme, et Aélénor retira sa main. Agnese, exaltée, hagarde, était un peu effrayante à regarder. Elle avait le visage qu'ont les femmes après l'orgasme, les yeux dilatés, le souffle court, la peau parcourue de frissons. « Votre fils, murmura-t-elle. Votre fils pourrait peut-être… » « Non, dit Aélénor un peu sèchement. Lorenza, qui souffrait toujours et qui n'aimait pas ce qu'elle venait de voir, rappela à l'ordre sa petite main. « Agnese, s'il te plaît, ma tisane !» La jeune fille, avec une maîtrise d'elle-même remarquable, se referma. En un instant, son visage impassible, ses yeux calmes, avaient cadenassé les torrents qui bouillonnaient en elle. Elle était redevenue une petite jeune fille obéissante, une petite servante un peu trop jolie,
doté d'yeux verts qui faisaient tourner la tête des princes. Aélénor demeura silencieuse, sa pierre frontale diffusant une très légère lueur bleue. Les trois femmes attendirent que la tisane fût prête. Seules se faisaient entendre les voix lointaines des marins, le ressac entêtant des vagues contre la coque et les petits bruits que faisait Agnès dans ses préparatifs. Quand la tisane fut servie, fumante, et qu'elle emplit la cabine de son arôme amer, Agnès reprit la parole. « Je pense, Altezza, que ni votre fille Gemma, ni aucun aristocrate de ma connaissance ne prêtera l'oreille aux directives du consigliere. Je pense que vous devriez rentrer à Marsilia, au péril de votre vie, pour essayer de sauver vos sujets. Je pense encore, madame, ajouta-t-elle en se tournant vers Aélénor, que votre cité peut attendre, et que vos grands pouvoirs de persuasion seraient d'une aide précieuse pour mon peuple. » Très respectueusement, elle fit une révérence et s'apprêtait à partir quand Lorenza la retint. « Agnese, ne dis pas à Gaspare que je suis au courant. »« C'est entendu, Altezza. »« Et puisque tu es si prodigue de conseils pour les autres, qu'as-tu résolu de faire toi-même » ajouta la reine. « Avec votre permission, Altezza, j'espère progresser suffisamment vite et rentrer à Marsilia à temps pour tenter l'impossible. » La phrase était vague, et Lorenza ne la comprit pas. Quand la jeune fille fut sortie, les deux femmes se regardèrent et se sourirent. « Cette petite est surprenante, » murmura Lorenza, « mais j'aurais du mal à me passer d'elle. » « Qu'allez-vous décider, Lorenza ? Vous a-t-elle convaincue ? » « Il y a quelques semaines, vous m'avez donné un conseil qui m'a probablement sauvé la vie. Vous m'avez dit de déposer tous mes fardeaux, et c'est ce que j'ai fait. Et je ne les ai pas simplement déposés temporairement, j'en ai abandonné la charge à d'autres, définitivement. Que je vive ou que je meure, je ne serai plus reine. Ce manteau de marbre n'était pas assez souple, j'ai dû le briser pour l'ôter. Il m'est impossible de le reprendre. » « Votre métaphore est forte. L'exercice du pouvoir a-t-il été si pesant ? » ?»« Infiniment. Voyez-vous, j'ai passé ma vie à servir, à donner de moi-même pour me faire accepter et aimer. Je ne suis pas une aristocrate, et j'ai dû amadouer ce milieu qui ne voyait en moi qu'une béotienne. Je n'ai pas été aimée par mon mari, et j'ai tout fait pour qu'au moins il se félicitât de m'avoir pour reine. Mes enfants ont toujours préféré leur père. J'ai passé ma vie dans des problèmes d'administration, d'argent et de conflits à régler, et je peux dire aujourd'hui que ces problèmes m'ont toujours été pénibles, étrangers, et que je n'avais aucun goût pour l'exercice du pouvoir. J'ai gagné le respect de toute une cité, mais je n'ai été choyée par personne. Je me suis toujours fait pardonner d'être là, parce que je me suis toujours sentie un peu en trop, un peu intruse, un peu illégitime, même parmi les miens. Si j'ai toujours cherché à me rendre indispensable à chacun, c'est parce que je savais que je ne l'étais pas naturellement. Cela paraissait si flagrant, en comparaison de Ridolfo, lui, l'homme, le grand comédien, l'Albareno, le prince des aristocrates. Il n'avait aucun besoin de faire des efforts pour être à sa place. Il pouvait se rendre aux dieux sans que cela écornât en rien son prestige, tandis que moi, je n'ai été acceptée qu'à force de labeur, de sacrifices, de couleuvres avalées à toute heure du jour. J'ai renoncé à tout. « À quoi avez-vous renoncé ?» demanda Aélénor doucement. « Je ne sais pas, et je ne le saurai jamais. Je n'ai pas vécu ma vie, j'ai vécu la vie d'une autre. » Lorenza prononçait cette phrase terrible, mais son ton n'était pas plaintif. Elle resta un instant les yeux dans le vague et sirota quelques gorgées de sa tisane, dont le fumet dansait devant son visage. « Lorsque j'ai appris la gravité de mon mal, c'est étrange ce que je m'apprête à dire. Je me suis retrouvée moi-même. Ma mort, au moins, m'appartient. Et ma survie, peut-être. Mais cette existence de servitude est terminée. Je n'y peux rien. »« Et Gaspare ?» demanda Aélénor. « Gaspare m'aime peut-être à sa manière, mais il est trop tard. Depuis 20 ans, il n'a de cesse de me poser des limites, de me mettre à distance et de me fuir. Sans doute mon amour était-il étouffant. Sans doute lui ai-je fait éprouver sans le vouloir une forme de culpabilité insupportable d'avoir tant aimé son père, de ne jamais avoir pris mon parti, de n'avoir jamais cherché à savoir ce qui se cachait, saignait et pleurait sous le manteau de marbre. Il est mon grand amour à sens unique.
ma grande douleur. Aélénor se sentit, à ces derniers mots, plus émue qu'elle ne s'y serait attendue, et elle eut une pensée angoissée pour Artus. « Va-t-il vous accompagner jusqu'à Albâtre ?»« Non, je ne le souhaite plus. »« Et Gemma ?» Les yeux de Lorenza se voilèrent. « Pauvre Gemma, dit-elle tendrement. Elle a toujours été douée pour s'attirer des ennuis, et la voilà qui veut s'installer sur les bords du volcan. Je lui écrirai pour lui demander de venir me rejoindre, mais elle n'écoute jamais les conseils. »« Ne pensez-vous pas que vous pourriez la convaincre en retournant là-bas ?» se risqua Aélénor. « Aélénor, demanda Lorenza, répondez-moi avec sincérité. Jugez-vous immoral de ma part de ne pas retourner à Marsilia, après les nouvelles que vous m'en donnez ? Non, Lorenza, ce n'est pas immoral. Je veux simplement être sûre que vous ne regretterez pas votre décision. Si je mourais aujourd'hui, il faudrait bien que tout cela se passe sans moi, n'est-ce pas ? Que Gemma prenne ses propres décisions, que Guaspare prenne ses responsabilités, que Fabio et mon cher Lazzaro Calbi organisent les choses dans l'urgence. Si je mourais aujourd'hui, cela ne changerait rien à la donne. Je voudrais simplement que tout le monde fasse comme si j'étais morte. » Aélénor acquiesça. « Je comprends, Lorenza. Ceci n'est plus votre fardeau. » Lorenza sourit. « Et vous ? Avez-vous été tentée de retourner à Marsilia pour prêter main forte à notre cité, que vous jugez si fragile et si peu préparée à affronter un vrai danger ? J'aurais peut-être été tentée de le faire si je n'avais pas reçu de mauvaises nouvelles d'Albâtre. On a besoin de moi là-bas. »« Votre fils ?» demanda Lorenza, d'une voix où la fatigue commençait à poindre. « Oui. »« C'est votre fardeau alors. Vous ne pouvez pas porter 2 cités en même temps. » Aélénor sourit d'un air triste. Elle avait espéré sans doute que la reine trouvât la force de rentrer dans sa cité pour partager son destin. C'était probablement ce qu'elle eût fait elle-même, mais elle ravala ce jugement bien vite, devant le visage défait de Lorenza. La tisane avait apaisé sa douleur et l'avait engourdie. Elle luttait à présent contre le sommeil. Aélénor lui prit la tasse des mains, la posa sur sa table de chevet et l'aida à s'allonger plus confortablement. « Votre cité d'Albâtre, » murmura Lorenza. « Je voudrais tant la voir avant de mourir. Pourriez-vous me la décrire pendant que je ferme les yeux, s'il vous plaît ?» Sans y songer, Aélénor utilisa l'esprit pour rendre son évocation plus puissante, et ce fut d'une voix plus grave, de sa voix de verbe, qu'elle berça Lorenza d'un poème qu'elle improvisa dans la lueur bleutée de sa pierre frontale. À l'aube, les palais, les jardins, les fontaines émergent vaporeux des nuages de nuit, et dans l'air vif et frais qui monte de la plaine, on entend les oiseaux chahuter dans leurs nids. Le serpent glisse, heureux, le long des mosaïques, et l'iguane dorée immobile l'attend. Les fleurs flottent dans leurs parfums aromatiques, et les statues méditent silencieusement. La cuisine à midi déborde de saveurs subtiles, de parfums épicés et légers, liqueurs de roses, onctées de fruits, beignets de fleurs, accompagnés de jeux et de chants arrosés. Lorenza souriait, d'un étrange sourire. Pendant une brève seconde, Aélénor se demanda si elle était morte, mais un souffle paisible animait sa narine. Elle avait simplement emporté dans son sommeil un peu de la douceur de vivre et de la magie d'Albâtre, tandis qu'Aélénor, qui avait chevauché ses souvenirs, en éprouvait maintenant une poignante nostalgie. Autour de la table à cartes, Alamano Bellini et Guaspare échangèrent un regard surpris lorsqu'ils comprirent qu'on arriverait à Porcaris le lendemain. Tous deux avaient imaginé que ce serait un peu plus tard, mais la navigation avait été sereine, avec un vent fort et régulier. Aucun incident n'avait été à déplorer depuis la sinistre escale aux îles Cornog, et le navire avait avalé la distance, sans heurts. Un marin cria soudain « Marsoulan à tribord !» et les 2 hommes, instinctivement, tournèrent la tête. Les marsoulans portaient chance, disait-on, et Guaspare n'en avait vu que 2 fois dans sa carrière. 3 grands mammifères marins,
dotés de membranes irisées autour des nageoires antérieures, avaient pris leur respiration en sautant à une grande hauteur hors de l'eau, puis avaient déployé leurs ailes transparentes, et ils planaient maintenant à 2 ou 3 mètres de l'eau, dans une descente très lente qui pouvait durer sur plusieurs centaines de mètres, ajustant leur vitesse pour accompagner la Liberta. Certains matelots riaient fort et faisaient des signes de grâce, mais la plupart se taisaient, étreints d'une émotion presque sacrée. Lorsqu'ils atteignirent l'eau, ils s'ébattirent un long moment avant de replonger, et l'on put voir enfin leur queue, puissante et majestueuse, se contracter pour mieux atteindre les profondeurs, où ils disparurent. Le ciel sembla vide, tout à coup, sans leurs silhouettes gigantesques et gracieuses, et à la joie de les voir succéda presque immédiatement le regret de les avoir perdus. « La mer est merveilleuse, toujours inattendue, » dit Keller. Guaspare, qui ne l'avait pas vu venir, lui sourit. « Je suppose que vous n'aviez jamais vu de Marsoulan ?» demanda-t-il. « Non, je croyais qu'il s'agissait d'animaux mythiques. »« Y a-t-il des animaux mythiques dans votre cité ?»« Oui, les oiseaux légendes. » Guaspare éclata de rire. « Les oiseaux qui tracent un sillon de lumière colorée dans le ciel ? Oui. Je ne vous crois pas. C'est une fable pour les enfants. Ils sont en voie de disparition, mais ils existent bel et bien. Vous en verrez peut-être dans quelques jours. » Guaspare redevint grave. « Je ne suis pas sûr de vous accompagner à Albâtre. Vous avez entendu comme moi les nouvelles de Marsilia. » Une touche de couleur plus vive que les autres couleurs, le vert des yeux d'Agnès, attira leur attention à tous deux. La jeune fille souriait encore de l'émerveillement qu'elle venait d'éprouver et s'approcha spontanément. Cela faisait plusieurs jours maintenant qu'elle fuyait Guaspare. Elle venait parfois le rejoindre la nuit, mais demeurait presque entièrement silencieuse, et il ressortait de ses étreintes encore plus triste que lorsqu'elle ne venait pas. C'était comme si un charme eût lié leurs langues, ils n'arrivaient plus à se parler, et ce silence embarrassé, pesant, tuait leur amour plus sûrement que l'absence. Leur corps se cherchait, avec une fébrilité renouvelée, mais se heurtait tôt ou tard à ce mur de silence, et leurs étreintes étaient de plus en plus désespérées. La passion demeurait, là où l'amour avait sombré, fantôme corporel, aveugle, sourd et obstiné, d'une âme déjà envolée. « Vous parliez de Marsilia, capitaine ?» demanda-t-elle avec un accent de politesse forcée. « Allez-vous remettre le cap sur Marsilia après nous avoir déposés à Porcaris ?» La question était simple. Bellini la lui avait posée ce matin même, et Guaspare ne savait toujours pas y répondre. « Je n'ai pas encore décidé. Cela va dépendre de ma mère. » « Votre mère, si elle savait, voudrait que vous retourniez là-bas au plus vite, je pense. Je ne veux pas lui en parler. Elle a d'autres soucis dont sa vie dépend. »« Sachez, capitaine, intervint Keller, que nous nous occuperons d'elle avec beaucoup de soin. »« Je n'en doute pas. » Agnese fixait ses yeux verts sur Guaspare de manière insistante, mais il évita de les croiser. « Et vous, signorina, vous accompagnerez la reine ?» demanda Keller. « Non, répondit-elle vivement. Je l'ai déjà averti que nos chemins se sépareront à Porcaris. »« Voulez-vous retourner tout de suite à Marsilia ?» demanda précipitamment Guaspare. « Je pourrais hâter le ravitaillement et la réfection des voiles. Nous pourrions repartir au bout de 2 jours. » Agnese lui sourit, sans répondre, d'un méchant petit sourire figé qu'il eut envie d'écraser sur ses lèvres. Keller, courtois, s'était écarté et s'excusa. Ils se retrouvèrent seuls, au bastingage, dans une relative intimité. « Que veux-tu, Agnese ? Que puis-je faire de plus ? Je veux bien retourner là-bas, tout de suite, laisser ma mère, essayer de sauver Marsilia. Je ferai tout ce que tu me demanderas. »« Je veux que tu fasses tout cela, Guaspare, mais tout cela sans moi. » Guaspare se sentait épuisé et misérable. « Je ne comprends pas. Tu as dit que tu ne suivais pas ma mère. »« J'ai quelque chose à faire à Porcaris, quelque chose que tu n'approuveras pas, qui ne te regarde pas et qui me prendra un peu de temps. »« Je t'attendrai, supplia-t-il. »« Non, tu dois y aller au plus vite, toute voile dehors. Ce sera peut-être déjà trop tard. Je te rejoindrai dès que je pourrai. »« Je ne te laisserai pas partir sans me dire où tu vas, ce que tu fais. »« Arrête, Guaspare, il n'y a pas d'autre solution. » Elle détourna la tête, cherchant manifestement une tierce personne à laquelle se raccrocher. L'instant d'après, elle avait filé, et il restait seul sur le bastingage,
à contempler obstinément de ses yeux clairs, aveuglés de larmes, le point sur l'eau où les créatures enchanteresses, après une si brève rencontre, avaient rejoint les profondeurs amères.